alors encore deux intervenants, donc Mouhtar Salim. Donc c'est sur la médecine et santé à Mayotte à l'époque coloniale et postcoloniale. Donc là on est plus sur la partie historique. Et puis Patrick Boissel, professeur d'histoire-géographie, et Mouhtar Salim, vous êtes ingénieur sanitaire. Voilà. Vous êtes dans quel... vous commencez dans... C'est vous qui commencez? Oui, oui. C'est vous? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Donc, Monsieur Boissel, je suis enseignant, j'enseigne à Périgueux en Dordogne. J'ai séjourné ici à Mayotte pendant quelques années. Je me suis intéressé au passé colonial de ce territoire. Et donc, je l'ai abordé à travers différents thèmes, la santé, dont on va parler aujourd'hui, le droit et l'école, avec un travail aux archives de Mayotte. Alors, peut-être certains se sont interrogés sur ma place ici, parce que la session s'est consacrée aux médecines traditionnelles. Alors moi, j'y vois peut-être deux éléments de réponse. Le premier, c'est que la médecine occidentale s'est inscrite en opposition avec la médecine traditionnelle à Mayotte, ce qui fait que les résultats sur le plan médical et sur le plan sanitaire à Mayotte ont été peut-être moins intéressants que dans d'autres parties du monde. Et puis deuxièmement, on peut aussi considérer la médecine occidentale au 19e comme une médecine traditionnelle. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'elle repose sur des dogmes séculaires. Alors elle est parfois arrogante, elle donne des leçons à d'autres médecines, mais elle repose sur des dogmes qui vont être démontés, qui vont exploser avec la révolution pasteurienne. Et donc, pendant tout le 19e siècle, y compris parmi les sommités de la médecine, on fait appel à des théories qu'on qualifie de miasmatiques, de telluriques. Bref, c'est une médecine traditionnelle aussi, d'un certain point de vue, même si on utilise la rationalité pour l'améliorer, si vous voulez. D'accord? Donc, je vais aborder cette période de coloniale de Mayotte. Alors, elle commence en 1843. Alors certains vont me dire 1841, mais c'est le traité de cession de Mayotte à la France. Effectivement, la présence française commence en juin 1843. Et le premier médecin, c'est M. Gustave Vrignot, qui arrive en 1844 avec un poste permanent. Et donc, cette période coloniale se termine en 1946 avec la transformation de Mayotte et de la plupart des colonies en territoire d'outre-mer. Donc, une période en gros de 102 ans que je dois vous décrire en 22 minutes et 30 secondes normalement. Je vais essayer de relever le défi, ça va pas être facile. Alors, je crois qu'on peut distinguer deux grandes périodes en fait. La première, c'est celle qui va des débuts de la colonisation jusqu'à la fin du 19e. Et la deuxième, de la fin du 19e, il y a un tournant au 19e, 20e siècle jusqu'en 1946. Alors, pour la première période, le contexte. Le contexte, c'est celui de l'expansion coloniale de la France. Et ceux qui sont à la manœuvre dans le domaine de la santé, c'est le ministère de la Marine. Et donc ce sont des médecins militaires, des médecins de la Marine, qui vont dans les colonies assurer le service de santé. Donc ces médecins, ils vont devoir répondre aux besoins, puisqu'à partir du milieu du 19e siècle, on a une explosion de l'expansion coloniale de la France, en particulier à la fin du 19e, Mayotte en 1841, Nosibé, etc. Donc vous avez une expansion continue qui s'accélère à la fin du 19e, et les besoins augmentent. Alors les besoins ne seront jamais les besoins ne seront jamais garantis par le nombre de médecins, puisqu'il y aura toujours une pénurie, et c'est ce qu'on va avoir au cours de cet exposé. Donc des besoins qui augmentent, et une certaine difficulté à remplir les postes de médecins outre-mer. Alors je vais me permettre de m'asseoir parce que j'ai les documents sous les yeux, je n'ai pas prévu de PowerPoint. Alors, premier élément, je vais évoquer ces médecins et leur formation. Alors ils sont formés dans 3 écoles métropolitaines qui ont été fondées au XVIIIe siècle, Rochefort, Toulon et Brest. Ce sont les premières écoles de chirurgie et de médecine navale au monde. Et ces médecins, donc, ils entrent à l'école parfois très jeunes, à 16 ans, 17 ans, et ils en sortent au bout de 2 ans par un concours qui les met au premier grade des chirurgiens, c'est-à-dire chirurgiens de 3e classe, et puis ensuite aide-médecin. Donc 2 ans d'études, ce n'est pas beaucoup pour eux. Et c'est moins que les 4 années qui sont requises dans les facultés de médecine civile, Paris, Strasbourg et Montpellier. Donc ces médecins, ils font 2 ans d'études, ils passent le concours ensuite,
et ils sont affectés dans les différents postes que je vais citer tout à l'heure. Alors, ces médecins sont recrutés régionalement. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les études coûtent cher, les études médicales coûtent cher, et donc ces 3 écoles vont recruter en grande majorité des médecins de Rochefort, originaires de Rochefort, de Brest, de Toulon et des régions alentours. Très peu viennent d'autres régions plus éloignées des écoles. Alors c'est un recrutement donc régional, c'est un recrutement qui donc permet à des jeunes gens, pas très fortunés, de faire des études. Et donc c'est une manière de promotion sociale pour beaucoup de ces jeunes gens qui vont faire carrière dans la marine. Alors jusqu'en 1886, les études durent 2 ans. Elles vont ensuite être alignées sur la durée des études dans les facultés de médecine civile à 4 ans, mais 1886, d'accord ? Et donc il y a 2 catégories de médecins. Des chirurgiens qui vont se consacrer à la carrière militaire, donc des chirurgiens qu'on qualifierait aujourd'hui de titulaires, donc de militaires, et d'autres qui sont qualifiés d'auxiliaires dans les archives et qui vont servir de force d'appoint. On va les recruter en fonction des besoins. Donc quand ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Et au contraire des autres qui exercent des fonctions régulières qui sont payées. Alors ces médecins ont un statut pendant longtemps qui est inférieur à d'autres acteurs de la marine, puisqu'ils n'ont pas le statut d'officier avant 1834. Donc ils sont un peu négligés, et le grand progrès du 19e siècle, de 1834, c'est de les faire accéder au statut d'officier, et donc au prestige qui va avec, et donc des médecins qui ont le prestige d'officier. Ces médecins ne sont pas forcément des docteurs en médecine, puisqu'on ne réclame pas le doctorat en médecine avant 1865 et même 1886. Alors ce n'est pas étonnant, mais ça peut étonner aujourd'hui, parce qu'en France, entre 1803 et 1892, vous aviez des médecins docteurs en médecine, et vous avez des médecins qui n'étaient pas docteurs en médecine, qui étaient appelés des aides-médecins, des médecins donc, qui étaient recrutés au niveau départemental. On appelle ça les officiers de santé, et qui n'étaient pas docteurs en médecine. Donc beaucoup de nos médecins outre-mer ne sont pas docteurs en médecine. Alors pour gravir les échelons supérieurs, bien sûr, on réclame le doctorat, mais certains se contentent de vivre jusqu'à leur retraite avec simplement le bagage scolaire des 3 écoles que j'ai citées tout à l'heure. Certains cherchent à obtenir le doctorat. Le problème pour les médecins de la marine, c'est qu'ils sont affectés en service à la mer, ils sont affectés dans les hôpitaux, donc ils bougent beaucoup, et ils n'ont jamais vraiment le temps de préparer le doctorat. Et donc certains préparent le doctorat à 40 ans, à 52 ans, essayant de gravir les échelons qui réclament justement le doctorat. Donc les fonctions qu'ils occupent, ces médecins, ils travaillent d'abord dans les hôpitaux maritimes, donc qui accueillent les marins, mais qui accueillent aussi les populations locales, à Rochefort, à Brest et à Toulon. Donc hôpitaux maritimes et à Cherbourg et à Lorient. Donc ils accueillent les populations locales. C'est donc qu'il y a un modèle de médecine hospitalière qui est développé au ministère de la Marine et qui va être, utilisé dans les territoires d'outre-mer. Donc ils ne partent pas sans un bagage administratif et de pratique, mais ils vont on va dire, imiter ce système outre-mer. Ils servent aussi à bord des navires, parfois de longs mois, voire de longues années. Ils servent aussi dans les bagnes. Donc ces médecins servent dans les bagnes qu'on a ouverts après la fermeture des bagnes métropolitains, donc en Guyane française, en Nouvelle-Calédonie et même en Cochinchine, puisqu'il y a un bagne qui ouvre à Poulo-Condor en 1861. Bref, ils servent dans les bagnes. Ils servent aussi dans les troupes d'infanterie de marine, donc ce sont les troupes combattantes de la marine. Et enfin, ils servent dans les colonies. Alors ces colonies, leur nombre augmente, comme je l'ai dit précédemment, et donc les postes s'ouvrent. Alors pour demander, on n'est pas nommé dans une colonie, on demande à y être affecté, et il y a des concours qui existent à cette époque pour pouvoir être affecté dans une colonie. Enfin, dernier élément sur le rôle de ces médecins, ils ont contribué au progrès scientifique. Alors, il y a des revues qui sont créées par le ministère de la Marine, je pense aux archives de médecine navale, et leur contribution va être importante pour faire progresser les connaissances, en particulier des maladies tropicales. Alors, j'ai fait quelques recherches sur les médecins, les chefs du service de santé de Mayotte. Alors, j'ai retrouvé la trace de 10 médecins, les 10 premiers médecins à Mayotte, entre 1844 et 1879. Alors, quelques éléments sur ces 10 médecins. Donc, ils ont commencé leurs études très jeunes. Leur entrée à l'école a lieu entre 16 et 20 ans, donc ce sont des jeunes gens. 5 d'entre eux
ont soutenu le doctorat, 5 ne l'ont jamais soutenu. Au moment de leur arrivée à Mayotte, ce sont des hommes d'expérience, puisque pour être chef du service de santé, il faut avoir le doctorat en théorie. Et comme je vous l'ai dit, certains ne l'ont pas eu, mais surtout il faut avoir gravi les échelons et avoir le grade de chirurgien de première classe. Donc il faut un certain temps avant d'avoir atteint ce grade, et donc en général c'est avec une moyenne de 16 ans de carrière qu'ils atteignent cette position de chef du service de santé à Mayotte. Alors leur parcours antérieur, eh bien, c'est essentiellement l'alternance entre les hôpitaux maritimes et le service à la mer à bord des navires. Certains ont effectué des séjours dans les environs de Mayotte, à Nosy-Bé, à La Réunion, plus rarement à Tahiti par exemple, ou au Sénégal. Donc en gros c'est souvent leur première affectation Mayotte pour ces médecins. Alors ils restent en moyenne 3 années à Mayotte. Normalement le séjour réglementaire est de 4 ans. Malheureusement pour eux, ce sont les victimes, comme d'ailleurs les fonctionnaires, la garnison et les populations locales, des maladies tropicales. Donc leur séjour est souvent interrompu. Alors il est interrompu définitivement par leur départ vers la métropole en congé de convalescence, et il est souvent interrompu en cours d'affectation pour un départ à La Réunion, ou quand c'est plus grave, en métropole. Donc les congés de convalescence, eh bien c'est souvent l'essentiel du contenu des dossiers personnels de ces médecins. Donc ils sont souvent très malades, et donc le service médical à Mayotte pendant tout le 19e siècle va être perturbé par les absences de médecins, auxquels, alors quand le médecin-chef est absent, on confie Mayotte au médecin de grade inférieur, et puis quand il est aussi malade, eh bien on confie malheureusement à quelqu'un de tout jeune qui fait ses premiers pas dans une affectation outre-mer. Donc la pénurie, c'est quand même le mot-clé de cette période du 19e siècle. Alors, juste un élément quand même, on considère, pas seulement pour Mayotte, mais pour les médecins de la marine en général, que 40% ne finissaient jamais leur carrière, ils mourraient avant, des suites des maladies contractées dans les séjours outre-mer ou à bord des navires, où les conditions de vie étaient souvent très très pénibles. Alors, le service de santé de Mayotte, il repose sur un système hospitalo-centré. Vous avez l'hôpital de Mayotte, qui est sur le rocher de Dzaoudzi. Vous avez le médecin-chef qui réside avec d'autres médecins, 2, 3 maximum, hein, des infirmiers, et puis vous avez jusqu'en 1904 des sœurs hospitalières de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny qui assurent leur rôle, comme le faisaient d'ailleurs les sœurs hospitalières en métropole. Donc ça, c'est pas étrange pour la période du 19e siècle. Donc un hôpital. Alors, problème de Dzaoudzi, c'est que c'est une zone quand même assez isolée par rapport à la Grande Terre, donc ça pouvait convenir à un certain moment quand la Grande Terre n'était pas très peuplée, mais au fur et à mesure du temps, eh bien, on découvre les inconvénients de cet hôpital qui est situé à Dzaoudzi et auquel les personnes habitant la Grande Terre n'ont pas toujours facilement accès. Donc, en fait, l'hôpital au départ, il est destiné à la garnison, aux fonctionnaires et à ceux qui viennent en dernier recours de la Grande Terre ou de Pamandzi. Donc c'est vraiment un hôpital qui est un peu isolé du reste du domaine mahorais. Alors les fonctions des médecins, bien sûr, c'est ceux d'assurer le service à bord de l'hôpital, pardon. Ils font aussi de plus en plus de tournées, mais vers la fin du siècle seulement. Ils assurent aussi une charge qui est très importante à cette époque. On parle beaucoup de transmission des maladies, de pandémies. Eh bien, à cette époque, on pratique l'arraisonnement des navires pour instaurer les quarantaines. Et donc, ces médecins ont la charge de contrôler les quarantaines pour éviter que des malades ne contaminent le reste de la population. Ils assurent aussi la tournée dans les plantations de l'île, parce qu'il y a des infirmeries dans les plantations, et donc ils assurent des tournées pour vérifier l'état des malades. Donc les tournées deviennent de plus en plus fréquentes vers la fin du siècle, mais ce n'est pas vraiment un système qui fonctionne très très bien. Alors, à rappeler peut-être, ils sont payés par les planteurs pour effectuer leur tournée dans les plantations. Ils sont très très bien payés. Et ça assure souvent un doublement, voire un triplement de leur solde. Et donc, c'est plutôt des tournées qui sont lucratives, même si elles ne sont pas très nombreuses. Alors, ces médecins
ont laissé des traces de leur passage à Mayotte en écrivant des thèses, en soutenant des thèses. L'un d'entre eux, Alfred Grenet, qui est médecin-chef entre 1861 et 1865, nous a décrit les activités de l'hôpital de Dzaoudzi. Et on y apprend que 56% des entrées de malades concernaient les fonctionnaires, les soldats de la garnison et les malades des navires qui accostaient à Mayotte, et que 44% étaient des personnes qui habitaient l'île ou bien des engagés des plantations. Donc 56-40, l'hôpital fait son travail, mais vous voyez qu'il y a quand même une prédominance des malades de Dzaoudzi et des environs, si vous voulez. Alors, on constate vers la fin du siècle une moindre activité de l'hôpital. Alors ça, ceux qui l'observent, ce sont bien sûr les médecins eux-mêmes, et ce sont aussi les pères spiritains, qui sont une congrégation qui est active à Mayotte, ils sont 2 ou 3. Hein. Alors, pourquoi une baisse de l'activité de l'hôpital? Ils s'interrogent eux-mêmes, est-ce qu'il y a une amélioration de la sanitaire? Eh bien non, en fait, c'est que depuis 1867, on a changé le règlement de l'hôpital, donc les entrées sont plus strictement contrôlées, et surtout on les fait payer les séjours. Et donc les planteurs ne veulent pas payer pour les engagés, les créoles et les autres habitants ne veulent pas trop payer non plus leur séjour, donc ça explique aussi en partie la baisse de l'activité de l'hôpital qu'on pourrait prendre a priori pour une amélioration de la situation sanitaire. Deuxième élément, c'est peut-être dû aussi à l'augmentation des tournées qui évitent aux personnes de se déplacer à Dzaoudzi, un déplacement qui est coûteux, il faut payer, et qui est parfois long. Ces fonctions de médecins, donc ils sont médecins-chefs, chefs du service de santé. Alors dans le contexte de la pénurie de personnel, qui ne concerne pas uniquement les médecins, ces médecins sont aussi chargés de fonctions parfois qui sont peut-être un peu aberrantes pour nous. Par exemple, l'un d'entre eux exerce dans les années 1870, la fonction de juge. Et donc, faute de juge, on recrute un médecin. Donc évidemment, si les juges il n'est pas médecin, et inversement, donc vous voyez, c'est la pénurie caractérisée de personnel qui est vraiment les caractéristiques de Mayotte à cette époque. Alors, les conditions d'exercice sont difficiles. Mayotte n'est pas une sinécure. Il y a 2 éléments à mettre en avant. C'est l'isolement, d'abord. Mayotte est très éloignée des grandes voies maritimes. N'oublions pas qu'on est affecté à Mayotte, donc on prend un navire à voile, puis à vapeur, mais à partir des années 1830-1840. Et le voyage est très très long. Le premier médecin dont j'ai parlé, Gustave Vrignot, il part en 1843, au mois de... que je vérifie... Il part le 30 septembre 1843, il va arriver au mois de mars 1844. Et des ennuis vont arriver en chemin. Il va perdre ses bagages, parce qu'à Maurice, il y a un raz-de-marée, son navire est un peu ballotté, il perd tous ses bagages. Donc il met 6 mois. Son successeur, Élie Lebeau, met aussi 6 mois. Donc ce sont des voyages extrêmement longs. On s'arrête à la Réunion pour des raisons diverses, pour récupérer, etc. Et donc on prend son service avec des voyages épuisants. Alors évidemment, les congés de convalescence dans l'autre sens, eh bien, ça marche de la même manière. C'est très 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 long. Et donc les affectations. Alors le courrier suit les mêmes navires, hein, le navire à voile et le navire à vapeur. Le courrier arrive de loin en loin. Et donc l'isolement pèse beaucoup sur tout le monde, fonctionnaires, médecins. Et c'est la raison pour laquelle... dès le départ, dès les premiers arrêtés des gouverneurs de Mayotte ont été pris pour lutter contre l'alcoolisme. Parce que, évidemment, la contrepartie de l'isolement, c'est certaines addictions. Et donc, il y a vraiment un contexte. Imaginez le rocher de Dzaoudzi, 7 hectares, avec des gens qui se connaissent tous, un monde à vase clos, pas de communication, excepté le courrier qui arrive de temps en temps. C'est vraiment une situation d'isolement très, très importante. Et puis les maladies, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les maladies frappent les médecins, 40%, on l'a dit, n'arrivaient pas à la fin de leur carrière. C'est le cas aussi des 2 premiers médecins de Mayotte, M. Gustave Vrignot et M. Lebeau, M. Gustave Vrignot, il repart en métropole en 1948, et le pauvre, eh bien, va le mettre en inactivité et il finira sa carrière comme ça. Donc beaucoup de médecins quittent Mayotte très très malades, pas seulement à cause de Mayotte d'ailleurs, mais à cause aussi de l'accumulation de séjours outre-mer qui ont affaibli leur corps. Donc souvent malades, et comme je l'ai dit, avec des pénuries de médecins.
Alors juste une petite citation peut-être donc concernant Monsieur Lebeau, hein, parce que ça va un petit peu illustrer mon propos. Alors c'est une citation qui est tirée d'un rapport du gouverneur de Mayotte qui indique que Monsieur Lebeau est atteint de fièvre intermittente depuis le mois d'avril 1849. Les accès se renouvelant tous les 15 jours sont devenus ensuite plus fréquents. Le caractère de cette fièvre n'a présenté pendant longtemps rien d'alarmant, si ce n'est qu'une débilité de plus en plus grande des forces. Les forces sont nulles, l'intelligence est gravement affaiblie, il y a perte de mémoire. Donc c'est le style un peu tragique souvent des rapports des gouverneurs pour indiquer que cette personne doit absolument rentrer, parce qu'il faut faire pression sur l'administration centrale à Paris pour obtenir l'autorisation que la personne rentre, puisque les pénuries de personnel étant aiguës, on maintient les gens même s'ils sont malades. Donc les gouverneurs insistent beaucoup pour qualifier la situation de ces médecins. Alors, voilà pour la première partie, donc le 19e siècle. Donc pour résumer, pénurie de personnel, des médecins qui ne sont pas tous docteurs en médecine, et un système de santé hospitalo-centré, sur le modèle d'ailleurs des hôpitaux maritimes, que connaissaient bien les médecins de la marine. Alors, une deuxième phase commence au tournant du 19e et du 20e siècle. À deux points de vue, la formation des médecins va changer et le statut, enfin l'évolution administrative aussi va être modifiée. Alors la formation des médecins, on se rend compte à la fin des années 1880 qu'elle est insuffisante pour les écoles de la marine, qui étaient d'un bon niveau jusqu'au milieu du siècle et qui sont considérées comme moins qualifiées que les facultés de médecine civile. Et donc on s'engage dans une réforme. Cette réforme va faire naître une école principale de santé qui va être à Bordeaux en 1890. Alors les trois écoles qui étaient les écoles de formation auparavant vont devenir des écoles annexes où on va préparer le concours d'entrée à Bordeaux. Elles vont devenir aussi des écoles d'application où on va préparer ces médecins aux activités dans la marine, chirurgie, médecine de guerre, etc. Donc ça, c'est la première étape, une école unique pour former les médecins. Deuxième étape, c'est le fait qu'on va créer, au début du XXe siècle, une école d'application qui va se spécialiser en médecine tropicale. Cette école d'application, on va l'installer au Pharo à Marseille. Peut-être, sans doute, connaissez-vous les médecins tropicaux. Elle est au Pharo elle ouvre en 1907, la première promotion est accueillie en 1907, et donc elle va grandement contribuer au progrès des connaissances médicales, et elle a surtout été créée pour répondre aux besoins des territoires d'outre-mer, enfin des colonies à l'époque, aux besoins spécifiques, alors que les écoles d'application auparavant ne s'intéressaient qu'aux besoins de la marine de guerre. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément qui marque un changement important aussi, c'est la transformation du statut administratif du service de santé. Il va se détacher de la marine à la fin du 19e siècle et va devenir un service de santé colonial. Parce que les colonies, l'administration coloniale s'autonomise, elle ne dépend plus de la marine, et donc on va voir progressivement la création d'un service de santé colonial qui va n'avoir plus un statut aussi militaire que précédemment, mais mi-civil, mi-militaire, puisqu'il dépend du ministère de la Guerre. Mais on verra que ces médecins n'ont pas tous véritablement une activité militaire. Alors ce nouveau système de service de santé dans les colonies, il est fournis par des médecins qui sortent de Bordeaux, qui passent l'école d'application du Pharo à Marseille, et qui sont ensuite affectés dans des hôpitaux avec des activités plutôt civiles. On les place hors cadre, c'est le cas à Mayotte. Donc ce sont des militaires hors cadre qui exercent à Mayotte. S'ils exerçaient dans des activités, dans les hôpitaux militaires ou auprès des troupes de marine, ils conserveraient leur statut militaire. Donc ce sont des militaires hors cadre qui exercent. Notons toutefois que la transition entre la marine et puis le nouveau service de santé des colonies va être un peu difficile à Mayotte. On va se retrouver quelques années à la fin du siècle, au début du XXe siècle, avec un seul médecin, parce qu'on a de nouveaux besoins qui sont nés de l'imposition du protectorat aux 3 îles des Comores. Et donc vous avez 3 îles qui réclament des médecins. Mayotte a toujours été en pénurie, et donc il n'y a plus qu'un médecin à Mayotte, et on affecte, quand on peut, un médecin à la Grande Comore ou à Anjouan. D'accord ? Donc on a vraiment une pénurie très importante de médecins.
Et donc, la deuxième évolution que je voulais noter, c'est en fait le rattachement de Mayotte à Madagascar. Ça, c'est un événement très très important parce que le système de santé, l'organisation sanitaire de Madagascar va être introduite à Mayotte. Alors ça va prendre du temps parce que le système de santé métropolitain ou plutôt colonial à Madagascar est né à la fin du siècle, 1896, jusqu'en 1904, qui s'est installé progressivement, et il va être bien sûr instauré à Mayotte quand Mayotte va être rattachée à Madagascar en 1914 en tant que province, mais plutôt en tant qu'autorité de Madagascar sur Mayotte en 1908. Donc ce système instauré à Madagascar, c'est le système de l'assistance médicale indigène. Donc il est né à la fin du 19e, au début du 20e, sous l'impulsion du maréchal, enfin du général Gallieni à l'époque, gouverneur de Madagascar. C'est un système qui change la donne, parce que c'est de nouveaux paradigmes. En fait, on considère que comment dire, le système de santé doit prendre une nouvelle dimension. C'est plus seulement donner des soins, c'est aussi prévenir, dans la prévention, et c'est aussi l'hygiène. Alors bien sûr, c'est le système colonial qui l'instaure, cette assistance médicale indigène, avec des raisons bien précises. On a passé la phase de la conquête coloniale, on est dans la phase de ce qu'on appelle la mise en valeur. Pour mettre en valeur une colonie, il faut des habitants. Et ce que les autorités coloniales constatent, c'est que la population malgache ou dans d'autres régions, eh bien, ne croit pas assez, il n'y a pas assez de monde pour mettre en valeur. Et donc, la création de l'AMI, Assistance médicale indigène, a pour vocation de relancer la démographie de ces régions, de ces colonies, pour les mettre en valeur. Alors, évidemment, il y a un intérêt économique. Il y a un intérêt fiscal aussi, puisque les indigènes paient des impôts, et donc, plus il y a de monde, plus on paie des impôts. Et donc, on va mettre en place un système planifié, qui va prendre plusieurs années, et qui va consister à reposer essentiellement sur des personnels auxiliaires indigènes, médecins, infirmiers, sages-femmes. Donc vous avez tout un personnel qui va être formé, en particulier à l'école de médecine de Tananarive, qui ouvre ses portes en 1897. Et donc Mayotte va profiter de ce système, si je puis dire, puisque insuffisance des personnels métropolitains, on va avoir recours à ces personnels auxiliaires essentiellement malgaches. Et le premier d'entre eux, c'est un médecin qui a été docteur en médecine à Paris, et donc qui va être affecté en juin en 1909. Et ensuite, on aura des médecins qui vont être affectés aux Grandes Comores, à Moélie en juin et à Mayotte pour assister le médecin-chef. Alors le médecin-chef de l'hôpital, il garde son poste, mais il devient médecin-inspecteur de l'AMI des Comores. Donc vous avez une transformation très très importante, puisque les besoins en médecins sont relativement satisfaits avec l'AMI et qui vont permettre ces médecins de pouvoir, comment dire, transformer, évoluer d'un système de santé hospitalo-centré vers un système qui essaie d'apporter les soins, la prévention, l'hygiène à la population. Voilà pour cette transformation très très importante. Je signale quand même que dans les années 20-30, c'est le premier médecin des Comores, M. Saïd Mohamed Cheikh, qui exerce aux Comores, sorti de l'école de médecine de Tananarive, et qui exerce donc, qui fait partie de l'AMI à l'époque. Je note aussi que parmi les médecins qu'on a affectés aux Comores, les Malgaches, dans les années 20, vous avez des médecins qui appartenaient à une société secrète ou semi-secrète, nationaliste, qui avaient été exilés à Mayotte et qu'on avait donc affectés à l'AMI pour les éloigner de leur terrain politique. Alors, les conséquences pour Mayotte de cette évolution, d'accord, 5 minutes sur ça devrait suffire. Les conséquences pour Mayotte, difficultés budgétaires, ça on les connaît depuis le 19e siècle, pénurie de personnel au tournant du 19e et 20e siècle, l'AMI apporte des ressources nouvelles, comme je viens de le dire, et il y a aussi les conséquences à Mayotte quand même, de deux révolutions. La révolution pasteurienne, à partir de la fin du 19e siècle. Donc on découvre les agents pathogènes qu'on ne connaissait pas, on met un nom sur ces agents pathogènes, on met un nom sur les vecteurs, à partir de la fin du 19e siècle aussi, les vecteurs comme le moustique pour la filariose, pour le paludisme, etc. Donc ça permet de prendre des mesures prophylactiques, même si on n'a pas tous les médicaments à disposition. Donc vraiment, il y a un progrès qui n'est pas
extraordinaire, mais qui permet d'améliorer un petit peu la santé des populations. Alors ça va se faire très très progressivement, puisque dans les années 20-30, on considère encore qu'il y a des difficultés d'approvisionnement en médicaments, par exemple, et que la situation n'est pas parfaite. Alors, les affections qu'on a retrouvées à Mayotte au 19e et au 20e, donc les rapports des administrateurs font la même liste, si vous voulez. Alors, au 19e, on parle de fièvre, donc c'est le paludisme. Il y a aussi une forte prévalence de la filariose lymphatique, la lèpre, le pian, les ulcères phagédéniques, appelés à l'époque ulcères du Mozambique. Et donc, ces maladies qu'on trouve dans les rapports, on va les retrouver jusqu'à la fin des années 30, années 40. En 1947, dans un rapport, on mentionne encore les mêmes affections, malgré les progrès de quelques médicaments de l'entre-deux-guerres. Donc on retrouve les mêmes affections à Mayotte pendant toute la période. Alors les problèmes qui persistent à Mayotte pendant la période, j'ai parlé des communications pour le 19e siècle, eh bien on a les mêmes problèmes. Alors la situation sur le plan des transports maritimes s'améliore, puisque les communications deviennent plus régulières avec les messageries maritimes. On part de Marseille, on va à Mayotte et Madagascar en 21 jours, une vingtaine de jours. Donc c'est régulier, une fois par mois à l'aller comme au retour. Donc ça permet des communications plus régulières. Le rattachement à Madagascar permet aussi des communications grâce à un vapeur qui fait la liaison entre Madagascar, Majunga, Diego Suarez et puis les 3 îles. Donc amélioration des communications, mais paradoxalement c'est les communications intra-Comores qui posent problème à part le vapeur, et intra-Mayotte aussi, puisque le rocher de Dzaoudzi est toujours aussi isolé. Il n'y a pas de liaison très régulière, mais il faut en plus payer. Et ça pose aussi problème pour dans certaines situations. On a installé une léproserie à Msamboro, donc au nord-ouest de la Grande Terre, très éloigné de Dzaoudzi. Et donc les administrateurs parlent de transférer cette léproserie à l'île Obuzi. On en parle dès la fin du 19e. On en parle au début du 20e, et en fait, cela n'interviendra que dans les années 30. Donc imaginez la lenteur administrative pour faire bouger une léproserie de Msamboro à l'île Obuzi. Donc là, les communications donc ça pose un vrai problème, parce que ces pauvres gens étaient isolés, ne recevaient la visite du médecin que très rarement. Deuxième problème, alors qui est un problème pour l'administration coloniale, peut-être pas pour les habitants, c'est le fait qu'avec l'AMI, et avec la politique mise en œuvre par l'administration coloniale pour planifier et organiser de manière plus massive l'accès aux soins, l'hygiène et la prévention, eh bien les administrateurs mettent de plus en plus l'accent sur les préjugés, sur les oppositions que leur action rencontre. Donc ils se posent en élément du progrès, la mission civilisatrice grâce à la médecine, et ils rencontrent une opposition. Et donc ils critiquent la médecine traditionnelle, à partir du début du XXe siècle, beaucoup plus qu'avant. Il la critique. Alors il parle de sorciers pour évoquer les thérapeutes de Mayotte. Il parle de sorciers, et ils ont des mots très durs. Et même en 1947, à la conclusion de son rapport sur l'AMI, l'administrateur menace même de les accuser de pratiques illégales de la médecine. Donc pendant toute la période, l'administration essaie de lutter contre une influence qu'elle considère comme néfaste face à l'avancée des progrès provoqués par le colonisateur. Alors en termes du bilan, qu'est-ce que l'on peut dire de ces deux phases, donc deux phases, une phase militaire et puis une phase semi-militaire, semi-civile. Bon, un bilan assez modeste quand même, donc la situation s'améliore sur le plan sanitaire sans doute, les infrastructures très lentement. Il y a l'hôpital de Dzaoudzi, il y a un poste à Mambouzou qui est créé au début du XXe siècle, on installe des hôpitaux aux Comores, donc on a des infrastructures, des tournées sont plus nombreuses, cela reste très modeste quand même. Deuxième élément, alors on pourrait porter un jugement très défavorable sur ce système colonial, ce système de santé colonial. Je crois qu'aussi qu'il faut le mettre en regard avec ce qui se passait en métropole à la même époque. On parle de guérisseurs, on parle de médecine qui ne fonctionne pas, mais si on allait dans la campagne,
dans les campagnes de France, la campagne profonde, on voyait très peu le médecin. Le médecin circulait dans des tournées à cheval, en carriole, etc. Donc les habitants voyaient très peu le médecin. On avait aussi, à l'époque, en France métropolitaine, et peut-être dans certaines parties de la France aujourd'hui, on avait recours aux guérisseurs, aux rebuteux. Et donc le parallèle que je fais n'est pas si osé que ça, si vous voulez. Donc on a une France citadine qui connaissait une médecine plutôt avancée, et une France rurale qui connaissait des situations qui n'avaient pas bougé depuis plusieurs siècles, en fait. Dernier élément, sur l'AMI, on a véritablement là la mise en place d'une sorte d'ingénierie sociale, le pouvoir colonial, avec comme objectif la croissance économique, la croissance démographique, a mis en place une planification qui est unique quand même en son genre, qui n'existait pas en métropole, qu'on peut juger négative ou positive, mais c'est le premier essai quand même d'ingénierie sociale dans les colonies grâce à la santé. Je vous remercie.